Bonjour à tous et bienvenue dans BFM Politique. Et qui représente Marianne, bienvenue. Nous recevons aujourd'hui le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous juste après le journal présenté par Philippe Bonin. Et à la une de l'actualité en cette mi-journée, une nouvelle nuit de tension en Guadeloupe. La colère des émeutiers anti-pass et anti-vax ne retombe pas. De nouveaux affrontements ont eu lieu ces dernières heures. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrivée ces prochaines heures de renforts policiers, mais aussi l'arrivée de 50 agents du RAID et du GIGN. 7e nuit donc de tension. Luigi habite à Pointe-à-Pitre. Son immeuble a été incendié par les émeutiers. Il était l'invité du Live BFM. Et lorsque je suis arrivé sur le balcon, il y avait un attroupement de jeunes qui étaient en train de dévaliser une bijouterie. Par la suite, ils ont mis le feu à la bijouterie. Et lorsque j'ai réalisé que ça allait être trop tard, j'ai appelé les pompiers. Et les mêmes pompiers qui m'ont dit qu'ils vont arriver, ils vont intervenir. Je les ai appelés à 3 reprises en un intervalle de 15 minutes. Les pompiers m'ont dit de rester chez moi, comme quoi ils vont arriver pour me sauver. La sortie de chez moi était condamnée, donc la seule issue c'était sauter du 3e étage avec mon chien et ma compagne qui était avec moi dans l'appartement. Donc, je ne veux pas dire la délinquance, parce que ce sont des jeunes comme moi, qui décident de se révolter et pillent les magasins jusqu'à en brûler et ne pas se préoccuper des habitants qui sont autour. Moi je trouve ça très grave. Parce que ça aurait pas été moi, je sais pas, ça aurait été quelqu'un de 60 ans à ma place. Cette personne n'est pas là aujourd'hui en train de vous parler pour témoigner. À l'actualité, c'est aussi cette 5e vague de Covid, une vague qui démarre de façon fulgurante. Voilà les mots employés ce matin sur Europe 1 par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui tempère tout de même. Nous avons une très large couverture vaccinale. On est plutôt en avance sur le rappel. Alors que signifie exactement cette expression de reprise fulgurante? Les explications du professeur Enrique Casalino, directeur médical de l'hôpital Bichat. Là, ça veut dire que ce que prévoient les modèles, c'est que la courbe que jusqu'à maintenant augmentait lentement, nous allons avoir un fléchissement de la courbe avec une augmentation beaucoup plus nette. Et c'est ce que nous avons vu dans toutes les vagues épidémiques. Ça a du mal à démarrer, la première, la seconde, la troisième, et à un moment, on reprend de la vitesse et la courbe augmente de façon très violente et on a un mur épidémique devant nous. Ça, ce serait d'une irresponsabilité colossale. Et je crois que mon devoir aujourd'hui de soignant est de rappeler à chacun des Français, à chacun de ceux qui nous regardent, que la réussite ou l'échec de qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir ne dépend que de vous, de moi et de chacun d'entre nous. Et la question est aussi de savoir si cette 5e vague va s'accompagner d'une nouvelle vague de tension et de violence dans plusieurs pays d'Europe. La mobilisation contre de nouvelles mesures de restriction et contre la vaccination reprennent de l'ampleur. Manifestations et débordements hier au Danemark, aux Pays-Bas, en Italie ou encore en Autriche. Des affrontements parfois violents, des mouvements de contestation le plus souvent conduits ou du moins soutenus par des groupes d'extrême droite. Et puis enfin, ce magnifique exploit du 15 de France. Les Bleus se sont offert un succès record hier soir devant la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde. 40 essais à 25 pour ce match test au Stade de France, à moins de 2 ans de la prochaine Coupe du Monde organisée en France. C'est évidemment de très bon augure. Il est 12h03 sur BFM TV. Vous retrouvez Jean-Baptiste Boursier, c'est BFM Politique. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National et l'invité de BFM Politique ce midi. Je vous interroge en compagnie d'Amandine Atalaya, d'Adrien Matou. Monsieur Bardella, Gabriel Attal, nous venons de l'entendre, affirme que la 5e vague de Covid-19 démarre de façon fulgurante, son expression. Est-ce que vous êtes inquiet ? Je suis inquiet parce que je ne vois pas de stratégie claire de la part du gouvernement et surtout que j'ai un peu le sentiment qu'on joue régulièrement sur les peurs. Moi, je me souviens que Gabriel Attal avait déjà annoncé au mois de juillet une 4e, voire l'arrivée d'une 5e vague, en nous annonçant au mois de juillet pour la mi-août 120 000 contaminations par jour. Il n'y en a pas eu 10% de ces 120 000. Je me rappelle qu'à la fin du mois d'août, on avait annoncé 50 000 contaminations, quoi qu'on fasse. À partir du mois de septembre, dans les écoles, ces contaminations n'ont pas eu lieu. Donc il ne faut pas être non plus, je dirais, dans le déni. Il y a évidemment un regain
de cas. Je pense que la limitation du nombre de tests, c'est-à-dire l'impossibilité pour la population de se fournir gratuitement en tests, fait que quand vous allez vous faire tester quand vous avez des symptômes graves, et donc la probabilité que les tests positifs soient plus importantes est relativement plus haute. Donc les tests, pardon de vous interrompre, mais ils restent gratuits pour les gens qui sont vaccinés, pour les gens qui sont immunodépressifs. Enfin, oui, mais on voit bien uniquement qui refusent de se faire vacciner par idéologie, qui ne peuvent pas avoir des tests gratuits. Oui, mais moi, il y a deux choses qui me gênent. C'est que, bon, d'abord, on nous a présenté un vaccin qui devait être la solution miracle, dont on voit qu'elle n'est pas la solution miracle. On voit que des gens, y compris qui sont vaccinés, arrivent dans les hôpitaux, arrivent en hospitalisation. Aujourd'hui, on a un peu de recul, donc on sait gérer cela. Mais si on prend un peu de recul sur l'épidémie, on voit bien qu'on connaît aujourd'hui les publics à risque. On sait que à peu plus de 90% des gens qui sont allés à l'hôpital et qui ont développé des formes graves du Covid sont des personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités, des personnes de plus de 65 ans. Or aujourd'hui, on a 11% des personnes de plus de 65 ans qui n'ont toujours pas reçu une dose. Donc il faudrait commencer par mettre en place une politique de ciblage, d'information, de vaccination à destination de ces personnes-là, les savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu de dose, est-ce que c'est parce qu'ils sont sceptiques, est-ce que c'est parce qu'ils sont défiants à l'égard de la communication qui a été faite du gouvernement, et vous me direz on peut pas leur en vouloir, ou est-ce que c'est parce qu'ils habitent dans des déserts médicaux? On ne sait pas tout cela. L'Espagne, qui est notre pays voisin, lui a vacciné la quasi-totalité de ses personnes âgées. 99% des personnes âgées sont vaccinées en Espagne, et on voit que sans passe sanitaire, l'Espagne a pu avoir jusqu'aujourd'hui, il y a une part d'insaisissable dans cette épidémie, mais jusqu'aujourd'hui, un des taux d'incidence les plus bas d'Europe. Et puis le vrai sujet de fond derrière, c'est la crise de l'hôpital public. Parce que, en vérité, ce qu'il y a eu derrière cette crise sanitaire, c'est une incapacité à absorber une crise sanitaire. Je me demande si on n'en a pas trop fait, parce que quand on apprend... Monsieur Bardella, parce qu'on est en pleine campagne présidentielle, c'est-à-dire que Marine Le Pen est élue présidente de la République, il y aura des moyens supplémentaires pour l'hôpital public, et si oui, il y en aura combien? Mais il faut un plan Marshall pour l'hôpital public. On a fait des économies monstrueuses sur l'hôpital public. On a fait 9 milliards d'euros d'économies ces 10 dernières années sur l'hôpital public. Emmanuel Macron a supprimé, depuis 2013, puisqu'avant d'être président de la République, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie, a supprimé 27 000 lits d'hôpital depuis 2013. Très bien. Quelles sont Donc les évidemment que ça a des conséquences. Et que les soignants aujourd'hui, j'en termine, les soignants aujourd'hui, ils sont à bout. Les soignants sont à bout. Il y a 40% des soignants qui souhaitent aujourd'hui changer de profession. On a un peu tendance à oublier que les soignants qu'on pointe du doigt aujourd'hui, ils ont été bien démunis face à cette crise sanitaire. Bardella, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de blouse, ils étaient incapables de se protéger. Que propose votre parti, sa candidate Marine Le Pen, du coup, pour l'hôpital? D'abord, arrêter de fermer des lits. Il faut un moratoire sur les fermetures de lits. Parce que moi, je ne conçois pas que on aborde la question de l'urgence hospitalière, de l'incapacité à absorber une crise aussi importante qu'a été cette crise du Covid-19, et qu'en même temps, on ferme 5700 lits l'an dernier. Donc il faut un moratoire sur les fermetures de lits. Et ensuite, il faut revaloriser les salaires des soignants. Il y a un premier effort qui a été fait par le Ségur, mais les soignants aujourd'hui restent quand même payés 10% de moins que la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire que la moyenne des pays développés. Et quand je lis cette annonce Pôle emploi qui a été relayée, je crois, par vos confrères du Canard enchaîné, qui nous dit que les postes de recrutement des soignants se font à des salaires moindres que les gens qui sont employés par les hôpitaux pour vérifier les passes sanitaires à l'entrée des hôpitaux. Mais je me dis qu'on va faire là des économies sur l'hôpital public et qu'on gère l'hôpital comme une entreprise, alors qu'on devrait avoir cette philosophie qui est celle de garantir la continuité du service public. Donc vous ne fermez plus de lits, vous augmentez les soignants. Nous arrêtons la tarification de l'activité. On a transformé le service public en une entreprise. Et on revient à la dotation globale des hôpitaux. Avant, les hôpitaux avaient une dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire de l'argent qui leur était donné pour pouvoir fonctionner librement, de l'argent qui leur était alloué par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, on a mis cela de côté. Et depuis une mesure qui a été mise en place par messieurs Castex et Bertrand, ce dernier était ministre de la Santé, eh bien, l'hôpital a été transformé en entreprise. Et en vérité, plus on absorbe un flux de patients important, plus l'hôpital fait rentrer d'argent. Donc il faut sortir de ces considérations financières sur l'hôpital public. Votre réaction à ce qui se passe en Guadeloupe? Alors, une nouvelle nuit de dégradation de violence, on l'a vu. La situation est très tendue depuis 7 jours maintenant, quasiment. Des membres du GIGN et du RAID sont envoyés en renfort. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je veux dire, je comprends la colère en Guadeloupe. Parce que nos territoires d'outre-mer ont été... 4% de la population française ont été totalement abandonnés par les pouvoirs publics. Emmanuel Macron ne comprend déjà pas, n'a pas compris les gilets jaunes qui manifestaient en métropole. Il n'a pas compris cette France-là.
Donc il est difficile d'aller comprendre une France qui vit à 10 000 kilomètres et qui a des problèmes de fond que les responsables politiques ont sciemment oubliés, ont sciemment méprisés, ont sciemment abandonnés. Je vous rappelle que pendant qu'on évoque la vaccination qui pose problème, notamment chez les soignants en Guadeloupe, avec des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Pas tant que ça a priori. Hier, je recevais la patronne de l'ARS de Guadeloupe qui disait 90% de Exactement. Donc il faut relativiser. Exactement. Donc il faut relativiser ce chiffre-là. Mais on oublie qu'en Outre-mer et notamment en Guadeloupe, il y a un habitant sur 3 qui n'a pas accès à l'eau potable. Que depuis maintenant plusieurs années, nos compatriotes ultramarins, et notamment en Guadeloupe et aux Antilles, font face à ce scandale du chlordécone. C'est un insecticide qui a été utilisé en 1972, qui a contaminé la quasi-totalité des terres en Guadeloupe, et qui se retrouve aujourd'hui dans le sang de 90% des Antillais. Nos compatriotes là-bas ont été totalement abandonnés. Ils ont été abandonnés à la vie chère. Il faut savoir que quand vous allez faire un plein de courses en Guadeloupe, c'est en moyenne 60% plus cher qu'en métropole du fait de l'octroi de mer. Donc moi je comprends que nos compatriotes ultramarins se sentent abandonnés et que les Guadeloupéens en l'occurrence se sentent abandonnés. Il y a des violences, je les condamne. Mais la violence, elle s'installe dans ce mépris, dans cet oubli dont sont aujourd'hui effectivement en première ligne nos compatriotes ultramarins qui ont été trop longtemps oubliés par les gouvernements qui sont succédés. Et vous avez vu, Monsieur Bardella, que ce qui se passe ailleurs en Europe en ce moment, c'est parfois pire. Par exemple, l'Autriche va confiner toute sa population à nouveau à partir de demain. La vaccination va être rendue obligatoire pour tous. Est-ce que c'est une réponse proportionnée ou pas à vos yeux? Non, mais moi, je n'ai jamais été favorable à la vaccination obligatoire. Je pense qu'en matière médicale, il y a un libre droit au consentement et que les Français ont le droit, surtout parce que c'est le débat qui va nous animer dans les prochaines semaines, lorsque cela concerne leurs enfants. J'ai vu que l'Académie de médecine avait déconseillé la vaccination pour les enfants. Ils ont le droit de choisir. Je pense que si des efforts doivent être faits dans la politique de vaccination, ça doit être en premier lieu à destination des 10% de personnes âgées qui n'ont toujours pas reçu aucune dose. Encore une fois, je mettais cela en parallèle avec l'Espagne, mais on voit bien que la communication calamiteuse du gouvernement depuis le début de cette épidémie a créé un sentiment de défiance en métropole comme en Outre-mer. Est-ce que vous pensez qu'un confinement peut à nouveau arriver en France ou vous avez foi dans le gouvernement quand il dit c'est exclu? Non, mais je n'ai aucune confiance dans le gouvernement, mais zéro. Je n'ai pas le moindre début de confiance dans le gouvernement qui nous a encore annoncé au mois d'août que le pass sanitaire devait être levé au mois de novembre et qui probablement va perdurer bien au-delà et probablement jusqu'après l'élection présidentielle. Je dis juste que la décision d'un confinement revient toujours entre une balance entre les risques et le bénéfice. Et quand je vois que 35% aujourd'hui, par exemple, des jeunes, 35% des adolescents ont eu en 2020 une intention suicidaire, je me pose des questions sur peut-être le trop fait que nous avons fait dans cette crise épidémique. Quand on regarde ce rapport qui est paru par le ministère de la Santé il y a quelques jours, par l'ATIH, qui est l'organisme statistique du ministère de la Santé et qui nous dit qu'il y a seulement eu en 2020 2% des hospitalisations qui ont été des hospitalisations Covid. Je me demande si effectivement on n'en a pas trop fait. Et je vais même vous dire, je me demande si le gouvernement n'utilise pas cette crise sanitaire pour jouer sur les peurs. Vous êtes complotiste maintenant, Jordan Bardella? Non, je ne suis pas complotiste. J'ai regardé un doute là. Non, je ne suis pas complotiste. J'ai regardé l'intervention du chef de l'État l'autre jour à la télévision sans contradicteur devant 20 millions de Français qui devaient intervenir pour nous parler de la crise sanitaire et qui sur 27 minutes a dû parler 3 minutes de la crise sanitaire pour ensuite 30. dérouler 8 minutes 30, dérisoire par rapport à la demi-heure dont il a parlé, pour dérouler son programme, à la fois son bilan et son programme pour l'élection présidentielle. Donc effectivement, je m'interroge. Et quand je lis ce rapport qui nous dit qu'il y a seulement eu 2% des hospitalisations en 2020 qui ont concerné des personnes Covid et que je vois en parallèle que les pédiatres lancent l'alerte sur le fait qu'ils voient arriver aujourd'hui des enfants qui sont dans une situation de détresse sociale insoutenable à cause du port du masque, oui, je me pose la question et je me demande si on n'en a pas trop fait. L'histoire nous le dira. Mais on voit bien que cette crise, en tout cas... Amandine nous interrogeait à ce sujet. Nos voisins reconfinent partiellement, d'autres prennent des mesures. C'est pas on n'est pas, pardon, mais on n'est pas dans le taux d'incidence de l'Autriche. On n'est pas dans la situation autrichienne. Est-ce que c'est pas grâce au pass sanitaire que la France s'en sort mieux aujourd'hui? Je vois, moi, des pays prendre des mesures de confinement. Est-ce qu'il faut fermer les marchés de Noël comme Non, je ne crois pas qu'il faille fermer les marchés de Noël. Et je pense qu'il faut éviter de... je parlais de jouer sur les peurs, je pense qu'il faut éviter de retourner dans l'absurdistan. Quand j'entends, moi, le Premier ministre
évoquait un retour du port du masque dans les files d'attente des stations de ski à l'extérieur. Mais enfin, vous imaginez, vous, avec vos skis, vos gants, votre cagoule, vos casques, vos lunettes, remettre le masque. Enfin, il y a des préfets qui ont décidé de le faire. Tout cela est délirant. Tout cela est délirant. Donc, il faut savoir raison garder. Il faut gérer cette épidémie dans le calme. Et je vois qu'il y a des mesures qui sont réclamées par les épidémiologistes, notamment le suivi des courbes sanitaires par le traitement des eaux usées. Vous savez que le traitement des eaux usées permet, d'après les épidémiologistes, de manière dérisoire totalement aujourd'hui, d'avoir 2 à 3 semaines d'avance sur la lecture des courbes. Cette méthode, elle n'est pas utilisée et c'est une méthode qui permettrait, justement, plutôt que d'appliquer des mesures à l'ensemble du territoire et à l'ensemble de la population, de les appliquer de manière ciblée à l'école, au quartier, à la commune. Une mesure concrète. Je me souviens vous avoir reçu sur ce plateau, Marine Le Pen également, vous demandiez la fermeture des frontières françaises pour des ressortissants de pays qui étaient touchés durement par le Covid, sur la première partie de la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous diriez qu'il faut fermer nos frontières aux ressortissants autrichiens ou allemands, là où les taux d'incidence explosent? Non mais on a un peu de recul aujourd'hui sur la lecture de l'épidémie. Donc il faut mettre en place des contrôles à la frontière. À partir du moment où vous arrivez à la frontière, moi ça m'a beaucoup étonné cet été d'avoir l'occasion de voyager, de venir d'un pays étranger et de n'avoir aucun contrôle à la frontière lorsque je suis arrivé à la frontière française. Ce qui est un pass alors même que vous rentrez, mais voyez bien le problème du pass sanitaire. C'est que on a un vaccin aujourd'hui qui n'est pas un vaccin, qui est une thérapie génique, qui est un vaccin qui n'empêche pas la transmission du Covid-19. Il l'empêche partiellement. Enfin, écoutez, moi j'ai plein de gens autour de moi. Je suis pas scientifique. J'ai plein de gens autour de moi qui, en ce moment même, du fait d'une recrudescence, reçoivent le Covid, qui ont perdu le goût et l'odorat, qui ont été au lit pendant 4 jours. Exactement la même forme que moi j'ai pu contacter il y a 1 an lorsque je n'étais pas vacciné. Donc, le vaccin protège-t-il des formes graves? La réponse est oui. Empêche-t-il la transmission? La réponse est non. Donc, vous voyez bien que le problème du pass sanitaire est de permettre à des gens qui sont vaccinés d'entrer dans un restaurant, d'entrer dans un café, de côtoyer, peut-être d'être porteur du virus, de pouvoir le transmettre, puisque le virus, par définition, n'empêche pas la transmission, et de le refiler à quelqu'un qui, lui, n'est pas vacciné, s'est fait tester de manière négative et qui pourrait recevoir le Covid. Donc on voit bien que tout cela est fait un peu au doigt mouillé. La troisième dose, j'en termine. La troisième dose, partiellement la transmission. On peut pas dire pas du tout. Non, mais c'est important. Mais quand je vais me faire vacciner contre la grippe, c'est pour pas recevoir la grippe et encore pas pour la transmettre. Mais on voit bien que ce qui a été vendu comme un vaccin n'est pas un vaccin au sens classique, au sens où on l'entend pour les autres maladies. Donc vous demandez quoi? Des contrôles aux frontières pour les pays qui sont touchés? Je demande des contrôles aux frontières. Et on navigue à vue, j'en termine là-dessus parce que ça me semble important, on navigue à vue sur cette 3e dose. Est-ce que vous vous portez garant, vous, de l'efficacité d'une 3e dose? Moi, je suis pas médecin, je suis pas responsable politique. Mais moi non plus, je ne suis pas médecin, mais j'écoute les médecins. Vous êtes responsable et j'ai politique. entendu l'autre jour le docteur Kierzek expliquer que il est vrai que au bout de la 2e dose, au bout de la 1re dose, si vous avez eu le Covid, le nombre d'anticorps diminue. Mais se substitue à la diminution de ce nombre d'anticorps ce qu'on appelle une immunité cellulaire, qui pourrait être plus puissante que celle qui vous est conférée par les anticorps et durer plus longtemps. Mais on n'a aujourd'hui aucune précision là-dessus. Donc La Haute Autorité de Santé, par exemple, s'est prononcée cette semaine pour une 3e dose pour toutes les personnes de plus de 40 ans. Oui, et à terme, pour l'ensemble de la population. Mais vous voyez, moi, en l'état aujourd'hui, je ne souhaite pas recevoir une 3e dose, en tout cas une 2e, puisque j'ai eu le Covid. C'est-à-dire que vous ne la voulez pas? Mais est-ce que vous pouvez vous porter garant à aller faire leur 3e dose? Notamment, vous disiez vouloir défendre les personnes âgées pour qu'elles se portent mieux. Il faut qu'elles reçoivent cette 3e dose. Non mais, Madame Atalaï, est-ce que vous vous portez garante de l'efficacité de cette 3e dose? Est-ce qu'il va falloir une 4e dose dans 3 mois? Peut-être. Et alors? Si c'est pour protéger les Français? Écoutez, ça sera un débat que nous aurons, parce que lorsque j'entends... la Haute Autorité de Santé s'est prononcée en ce sens. Lorsque j'entends, oui, la Haute Autorité de Santé... journalistes, de nous porter garant. La Haute Autorité de Santé, eh bien, notre devoir à nous, c'est de peser le pour et le contre. Et la Haute Autorité de Santé, elle s'était prononcée... Vous avez des qualifications scientifiques pour juger les avis de l'autorité de santé? Non, je regarde simplement j'entends ce que disent les médecins. Et je regarde que la Haute Autorité de Santé, elle s'était aussi prononcée pour le vaccin Pfizer et Moderna sur l'intégralité de la population. Or, on voit aujourd'hui que du fait de la recrudescence de myocardite chez les jeunes et chez les adolescents, la Haute Autorité de Santé a finalement décommandé et recommandé de ne plus utiliser le vaccin Moderna chez les moins de 30 ans. C'est pas vous qui jouez sur les peurs, là, depuis tout à l'heure. Mais je joue pas sur les peurs, madame. C'est pas moi qui ai demandé l'interdiction du vaccin Moderna. Je dis juste que
cette épidémie, on en apprend probablement tous les jours, qu'on commence à avoir un peu de recul aujourd'hui sur les publics qui sont à risque et que je préfère effectivement que les efforts du gouvernement se concentrent sur les publics qui sont à risque, sur les gens qui ont des comorbidités qu'il convient de protéger par les gestes barrières, par la vaccination des personnes âgées, plutôt que d'appliquer des mesures comme ça à l'aveugle à l'intégralité de la population sans savoir si oui ou non elles sont efficaces. En mai dernier, vous avez déclaré « Didier Raoult est à la médecine ce que nous sommes à la politique ». Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui, alors qu'il y a des membres de l'IHU de Marseille qui accusent Didier Raoult d'avoir quand même falsifié des tests pour montrer l'efficacité de l'hydroxychloroquine? Moi j'entends que cette phrase a été commentée, surcommentée, probablement un peu sortie de son contexte. J'ai dit précisément que Didier Raoult était sanitairement incorrect comme nous étions politiquement incorrects. Et il est vrai que à l'époque, moi j'ai jamais, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas médecin et moi non plus. Est-ce que le traitement à l'hydroxychloroquine fonctionne ou non? Je pense que si ça avait été le cas, probablement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, notamment en France. Mais moi, ce que j'avais remis en cause à l'époque était la quasi-interdiction qui avait été ordonnée aux médecins d'utiliser des traitements, et notamment ce traitement à l'hydroxychloroquine, qui était pourtant un traitement qu'on connaissait depuis plusieurs années dans notre pays. Sur le pass sanitaire, est-ce que vous faites, cela dit, un mea culpa en vous disant, bon, il a mieux marché en France, ça nous a permis d'être mieux vaccinés que d'autres pays. Vous demandiez à un moment donné à ce qu'il soit supprimé. Vous ne considérez pas aujourd'hui qu'il vaudrait mieux le garder? Madame, l'Espagne a aujourd'hui les taux d'incidence parmi les plus bas d'Europe. L'Espagne a vacciné la quasi-totalité de ses personnes âgées à près de 99%. L'Espagne n'a jamais mis en place le pass sanitaire. Parce que d'eux-mêmes, les gens se sont bien vaccinés. En France, on a eu davantage de difficultés, vous le savez. Donc vous admettez que la mise en place du pass sanitaire, en tout cas la volonté de le mettre en place par Emmanuel Macron cet été, avait pour but d'entraîner un effet levier qui devait amener une grande partie de la population à se vacciner. Oui, à partir du moment où on est aujourd'hui à 85% de vaccinés, pourquoi le conserver? Donc on le supprime malgré la 5e vague. Moi, j'ai voté contre le pass sanitaire au Parlement européen et je n'étais pas favorable, encore une fois, à un dispositif dont je n'ai aucune garantie sur son efficacité. C'est une restriction de liberté, mais dont je n'ai aucune garantie sur son efficacité. À partir du moment où vous pouvez aller dans un restaurant, côtoyer quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui s'est fait tester négativement, vous pouvez être porteur, lui ne l'est pas parce qu'il a reçu un test négatif et vous pouvez quand même le contaminer. Mais est-ce que vous admettez Donc vous voyez bien les contradictions du pass sanitaire. Est-ce que vous admettez que le taux de vaccination en France a explosé précisément après l'introduction du pass sanitaire? Bien sûr, et je crois que c'était le but. Monsieur Bardella, reste avec nous, suite de BFM Politique en direct dans quelques instants sur BFM TV. La suite de BFM Politique avec le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Monsieur Bardella, il y avait hier beaucoup de monde dans les rues, à Paris, en province, pour dénoncer les violences faites aux femmes. Quelles sont les propositions concrètes de Marine Le Pen sur ce sujet? La fermeté en matière pénale. Je pense que le problème de toutes les violences dans notre pays, c'est la justice. Et c'est une justice qui est beaucoup trop laxiste. Moi, je me réjouis que les langues se délisent un peu et que aujourd'hui, témoigner lorsque vous êtes une femme victime de violences soit beaucoup plus simple que ça ne l'a été il y a quelques années, parce que il y avait quand même un tabou sur ces questions-là qui semble aujourd'hui avoir été levé. Pas de moyens supplémentaires, pas de mesures particulières? Si, mais il y a un certain nombre d'efforts. Je vais vous dire, j'ai beaucoup de désaccords avec Marlène Schiappa, mais c'est vrai que c'est une cause qu'elle a pris, en tout cas, qui lui tient à cœur. Il y a un certain nombre de mesures de simplification des procédures d'accueil, notamment dans les dépôts de plainte qui sont faits dans les commissariats, qui ont été prises et qui vont dans le bon sens. Ce sont des mesures d'intérêt général. Je ne vais pas vous dire le contraire ou polémiquer sur ces questions. Maintenant, le véritable problème, c'est la justice. Et bien souvent, la justice est saisie d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre de plaintes, d'un certain nombre de questions, et fait preuve d'une mansuétude et d'un laxisme généralisé. Et ce qui concerne les violences faites aux femmes concerne l'insécurité dans sa globalité. Le confrère de Marlène Schiappa, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, donne ce matin, Gérald Darmanin, une grande interview aux Parisiens, dans laquelle il parle notamment de vous et d'Éric Zemmour, du Rassemblement National, de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, et vous qualifie d'accélérationniste. Alors si vous me permettez, en 30 secondes pour nos téléspectateurs, le mouvement accélérationniste, au début il s'agit en fait d'une tendance à droite qui voudrait accélérer le mouvement du capital jusqu'au bout, jusqu'à détruire le système. Et il est appliqué pour les gens de la droite à une volonté d'aller sur un clash des civilisations, quoi, en gros. Ouais, mais le problème de M. Darmanin, c'est qu'il dissimule son bilan pitoyable et son incapacité à protéger les Français par de l'agressivité à l'égard de ceux qui pointent du doigt justement son inaction.
La vérité, c'est que sous la France de M. Darmanin et de M. Macron, il n'y a pas un seul endroit où nos compatriotes se sentent en sécurité. Les Français sont encerclés par l'insécurité. Et le bilan de M. Darmanin, il est catastrophique. 200 viols par jour, 85 faits de violence tous les jours contre les forces de l'ordre et contre les policiers, une agression gratuite toutes les 44 secondes, 700 000 clandestins et une inaction tout azimut. Moi, je me rappelle que pendant sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait dit avec moi 100% des obligations de quitter le territoire français seront exécutées. Bilan, seuls 12% des clandestins qui devraient être expulsés le sont réellement. Donc on voit bien que le gouvernement a échoué à protéger les Français et je pense qu'aucun Français qui nous regarde ne peut douter de la volonté politique et de la détermination de Marine Le Pen à rétablir l'ordre, la loi et l'ordre dans notre pays. Vous êtes accélérationniste, vous êtes pour le choc des civilisations, comme le dit le ministre de l'Intérieur ? Non, je ne suis pas pour le choc des civilisations. Je fais le constat que ce choc des civilisations, il a déjà lieu dans beaucoup de territoires aujourd'hui où nos concitoyens ne reconnaissent plus leur pays. Je fais le constat que la quasi-totalité de la délinquance de rue, que la totalité de la délinquance de rue dans notre pays, elle est liée directement ou indirectement à l'immigration. Que 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Que la quasi-totalité des terroristes qui ont frappé notre pays depuis 2012 sont liés directement ou indirectement à l'immigration. 92%. C'est Alexandre Delval qui est spécialiste des questions du monde musulman et des questions de terroristes qui donne ce chiffre. 92% des terroristes qui ont frappé notre pays depuis 2012 sont liés directement ou indirectement à l'immigration et étaient de nationalité étrangère ou binationale. S'agissant des autres, ils avaient acquis la nationalité française, probablement par le droit du sol, comme ça a été le cas pour M. Mera, et qui considérait cette nationalité comme un titre administratif et pas comme une reconnaissance au sens où elle devrait l'être. Donc le constat qu'il fait, vous le partagez, quoi. Enfin, vous constatez un choc des civilisations. Et le choc des civilisations, il a lieu dans beaucoup de territoires aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a des territoires aujourd'hui, des pans entiers de notre pays où les Français partent. Les Français partent parce qu'ils ne reconnaissent plus leur quartier. Parce qu'ils ont le sentiment que l'immigration a installé une contre-société, une société parallèle, avec ses lois, avec ses mœurs, avec ses us et coutumes, une société où on impose le voile à des fillettes de 5 ans, une société où l'intégralité des boucheries sont des boucheries confessionnelles, sont des boucheries halal, où les islamistes appliquent la charia, où les trafiquants de drogue régissent la vie du quartier, où ce n'est plus la loi française, où la police n'entre plus, où lorsqu'elle rentre, elle est accueillie avec des cocktails Molotov. Mais voyez cette réalité qui prend place aujourd'hui dans tous les quartiers où moi j'ai grandi, notamment en Seine-Saint-Denis. Éric Zemmour a annoncé il y a quelques jours depuis Londres qu'il allait faire un grand meeting avec 5 ou 6 000 personnes au Zénith le 5 décembre. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous, son entrée officielle en campagne, et quoi ? Non mais ça changera rien pour nous, probablement que ça va vous divertir et que ça va divertir les journalistes. La campagne présidentielle, c'est un peu plus qu'un divertissement, M. Bardella. Oui, mais enfin, vous voyez bien qu'après quelques semaines de mise sur le devant de la scène d'Éric Zemmour, en tout cas ses premiers pas politiques, on voit bien qu'il n'est pas équipé. On voit qu'il n'est pas fait pour cela, qu'il enchaîne polémique sur polémique et qu'il passe son temps à taper contre tout le monde. Vous aussi, désormais. Écoutez, il passe son temps à taper sur Marine Le Pen. Je veux dire, jamais il ne cite le nom d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, notre adversaire à nous. Nous avons un projet sérieux. On a un projet qui est politiquement applicable, juridiquement sérieux. Un projet clé en main que Marine mettra en œuvre à la tête de l'État dans quelques mois. On n'est pas là pour faire de la polémique, on n'est pas là pour faire du buzz, on n'est pas là pour se faire plaisir. Et surtout, je comprends pas, si vous voulez, comment on veut être président de la République, comment on peut être président de la République quand on passe son temps à taper sur tout le monde et à vouloir monter tout le monde contre tout le monde. Je comprends pas cette philosophie-là qui consiste à expliquer que lorsque les femmes s'approchent du pouvoir, le pouvoir s'évapore. À expliquer que les Jordan et les Kevin devraient changer de prénom. Alors je me sens un peu concerné au motif que ça serait un acte de défrancisation de leurs parents que d'appeler leurs... Donc on voit bien que tout cela n'est pas sérieux. Et c'est vrai que moi je veux dire aujourd'hui à des gens qui peuvent être tentés par le bulletin de vote Éric Zemmour, si tant est qu'il se déclare comme candidat, parce que ça aussi, ça pose à un moment donné un problème. Je veux dire, on n'est pas là pour jouer. Quand on veut aspirer à présider la 6e puissance mondiale, quand on veut être le général de Gaulle comme il souhaite l'être, à ce moment-là, on dit aux Français, je souhaite être candidat et président de la République. On n'est pas là, si vous voulez, en train de faire des tournées de bouquins et en train de se dire, peut-être un jour je me déclarerai quand ce sera mon moment. En tout cas, il laisse entendre qu'il va se lancer très vite. Vous, votre démonstration de force, c'est quand et c'est où ?
C'est quand le prochain grand meeting de Marine Le Pen Encore une fois, on n'est pas là pour vous divertir. Je vous demande quand est votre grand meeting d'entrée en campagne. Nous lancerons la campagne officiellement à partir de la mi-janvier. Mais ça fait plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies qu'on se prépare à l'accession au pouvoir. Ça fait plusieurs années que Marine Le Pen travaille son projet politique, qu'elle a travaillé le référendum sur l'immigration qu'elle va soumettre aux Français. La troisième campagne, elle a quoi de plus que les précédentes? Marine Le Pen version 3, la troisième campagne, elle apporte quoi de plus que les deux précédentes? Mais quand on vote Marine Le Pen, quand on va voter Marine Le Pen au mois d'avril, on sait ce pourquoi on vote. C'est un gage de solidité, c'est un gage de sérieux, c'est un gage de résilience, c'est un gage de volonté, c'est un gage de détermination. Il n'y a pas un Français, il y a des gens qui sont en désaccord avec nous. Vous dites ça, elle a changé de programme. Mais il n'y a pas un Français qui, quand il nous regarde, se dit Marine Le Pen, présidente de la République, elle ne rétablira pas l'ordre, elle ne rétablira pas l'autorité, elle ne s'attaquera pas à l'immigration clandestine. Il n'y a pas un Français qui doute de cela. Parce qu'il sait que tous les sujets que Marine Le Pen a portés dans le débat public depuis des années sont aujourd'hui partagés par une majorité de Français. Depuis 2017, Marine Le Pen, d'ailleurs, c'est un des axes d'argumentation d'Éric Zemmour. Il dit elle a tout abandonné, elle a tout travaillé, elle s'est recentrée. Elle a quand même beaucoup changé d'idée depuis 2017 et certains vous diraient que, par exemple, sur l'Europe, sur le contexte européen, l'euro, etc. Et Éric Zemmour a dit, elle s'est recentrée, elle s'est chiracisée. Marine Le Pen a dit hier, Éric Zemmour me rend service, il me recentre. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas quelque part que Éric Zemmour peut-être rend vos idées acceptables auprès d'un certain électorat de droite? Non, je pense que... Est-ce qu'il ne vous rend pas service? Non, moi, le reproche que je peux faire à Éric Zemmour est de ramener le camp national et les idées que nous représentons à 30 ans en arrière. De les enfermer dans des polémiques sur Pétain, sur les Sandler, sur les prénoms, qui ne permettent pas, je crois, de rassembler une majorité de Français et de faire dire à une majorité de Français le camp national est capable d'arriver au pouvoir. Il vous rediabolise quelque part. Ah non, je pense qu'il s'enferme lui-même dans une forme de brutalité qui ne permet pas, je crois, d'arriver au pouvoir et d'aspirer à la présidence de la 6e puissance mondiale. Monsieur Bardella, est-ce que l'émergence d'Éric Zemmour dans ce débat politique, dans cette campagne, n'a pas également conduit Marine Le Pen, le Rassemblement national que vous dirigez désormais, à changer un peu de stratégie? Je vais vous remontrer, vous les connaissez par cœur, à nos téléspectateurs, la première affiche qui a été dévoilée par Marine Le Pen. C'était écrit en vert, grand sourire, liberté, liberté chérie. Et puis, Zemmour est arrivé dans cette campagne, alors vous allez sans doute me dire que c'est un hasard du calendrier, mais on est passé ensuite à du bleu, comme le Rassemblement national l'a toujours fait, le FN avant lui, rendre la France aux Français, rendre l'argent aux Français. Je précise que rendre la France aux Français, c'était rendre aux Français leur pays et leur argent. C'était Jean-Marie Le Pen, rendre la France aux Français. Non, c'est pas rendre la France aux Français. Qu'est-ce qui fait qu'on était un slogan royaliste. Notre slogan, c'est rendre aux Français leur pays et leur argent. Pourquoi est-ce que vous êtes passé de ça à ce qui est à côté? Parce qu'il y a un mois d'écart entre les deux affiches, que la première est une affiche de rentrée et que l'autre est une affiche de pré-campagne. Voilà, nous sommes en pré-campagne. Et notre projet politique, parce que nous avons encore une fois, à la différence d'Éric Zemmour, un projet politique. Éric Zemmour, il nourrit beaucoup les Français de constats. Mais l'avez-vous entendu faire le début d'une solution ? Parce que c'est ça l'élection présidentielle. C'est quelle réponse on apporte au peuple français? Quelle réponse on apporte à la crise migratoire? Quelle réponse on apporte au pouvoir d'achat? Et j'ai cru comprendre notamment que cette question du pouvoir d'achat ne l'intéressait pas. Il le dit lui-même. Nous, elle nous intéresse parce que je n'accepte pas l'idée qu'il y ait aujourd'hui des millions de Français qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour se chauffer cet hiver. Est-ce que vous étiez allé trop loin dans la rondeur, en fait? Est-ce que Marine Le Pen avait commencé à faire une campagne de second tour avant de penser à parler à tous les Français? Mais bien sûr que nous faisions une campagne de second tour. Comprenez bien que nous étions, encore une fois, les sondages, moi j'ai beaucoup de prudence là-dessus, et on a vu aux élections régionales qu'il fallait avoir de la prudence sur les sondages. Mais lorsque nous n'avions pas de concurrence, Éric Zemmour, c'est pas un adversaire, c'est un concurrent. Lorsque nous n'avions pas de concurrence, alors nous étions sur une campagne qui visait directement, je dirais, à affronter Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on voit que nous avons une concurrence avec Éric Zemmour, que Nicolas Dupont-Aignan est entré en campagne, que les Républicains vont désigner leur candidat dans quelques semaines, dans quelques jours. Donc nous faisons une campagne pour l'instant de premier tour, et nous ferons à l'issue du 10 avril une campagne de second tour. Mais moi, je veux dire aux Français que cette élection présidentielle, l'enjeu de cette présidentielle, c'est de sauver la France.
Voilà, regardez ces millions de Français qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi, qui ont le sentiment que le pouvoir s'est évaporé à Bruxelles, à Berlin, et qu'ils ne sont plus les maîtres de leur destin. Cette élection présidentielle consiste à sauver la France. Et je veux juste dire, j'en termine aux Français, que la seule qui peut battre Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Juste une question. Il y a pour moi un paradoxe, en fait, sur le fait que vous critiquez Éric Zemmour sur sa brutalité, son mépris du peuple ou son mépris des femmes. Je pense qu'on n'a pas besoin de le critiquer. Comment est-ce que vous pouvez envisager, comment Marine Le Pen peut-elle dire alors qu'il peut y avoir un rapprochement après le premier tour avec lui si elle est devant? Quelle est la logique de se rapprocher avec quelqu'un? La logique sera le rassemblement de tous ceux qui choisiront la France au second tour. Donc il est acceptable au second tour, mais pas au premier tour. Mais pas lui. Je veux dire, les millions de gens qui vont voter pour lui. On n'est pas dans une élection municipale partielle, on n'est pas sur des fusions de listes. Nous rassemblerons au second tour tous ceux qui ne souhaitent pas voir réélu Emmanuel Macron. Parce que la réélection d'Emmanuel Macron, ça serait un nouveau quinquennat de chaos migratoire, d'impuissance face à la montée de la violence et de l'insécurité. Donc ça ne vous gêne plus de prendre quelqu'un qui méprise le peuple, méprise les femmes, parce que ça vous aide à gagner. En 2017, vous avez pris quelqu'un, vous avez fait un accord avec Nicolas Dupont-Aignan, qui aurait été le Premier ministre si Marine Le Pen gagnait. Est-ce que c'est inenvisageable pour Éric Zemmour, par exemple? Non, mais on parle d'une élection présidentielle. L'élection présidentielle, telle que la conçue le général de Gaulle, veut qu'au premier tour, on rassemble son camp, et au deuxième tour, on élimine le candidat d'en face. Nous rassemblerons tous ceux qui aiment la France. De Zemmour à Montebourg, nous n'avons pas d'adversaire du côté de ceux qui ont choisi la France. Et effectivement, que nous rassemblerons partout, mais y compris les électeurs des Républicains. Vous voyez, je vois beaucoup d'électeurs des Républicains aujourd'hui qui pensent la même chose que nous. Moi, je me sens proche de discours qui sont tenus aujourd'hui par certains cadres des Républicains. Mais je me pose la question de leur sincérité. Mais ce qui ne veut pas dire que leurs électeurs ne sont pas sincères, qu'ils ne sont pas patriotes, qui aiment réellement leur pays. Et vous savez que pour rassembler, vous devrez proposer un poste à Éric Zemmour. Ah bon? Si vous souhaitez le faire venir. Ah bah écoutez, on vous fera participer à la stratégie de second tour. Monsieur Bardella, où en êtes-vous des parrainages, de leur récolte? C'est le parti que vous dirigez désormais qui s'en occupe. Écoutez, nous avançons. Se pose une difficulté qui concerne aujourd'hui tous les candidats et le fait que beaucoup de maires, notamment des maires ruraux, nous disent recevoir des pressions de la part des intercommunalités, de la part des grands partis qui tiennent aujourd'hui une grande partie des collectivités. Et effectivement, les maires aujourd'hui font face à cette difficulté-là et au fait que leur nom va être rendu public à partir du moment où ils vont faire le choix d'un parrainage. Donc nous avançons parce que nous avons déjà un matelas d'élus d'un peu plus de 300 élus locaux sur tout le territoire suffisamment confortable. Mais nous avons effectivement des difficultés à recueillir l'ensemble des parrainages. Mais comme tous les candidats, je vous rassure, ce qui pose un problème d'ailleurs démocratique de fond. Autre question. Sur le financement, c'est difficile aussi. Une nouvelle loi interdit le financement de la campagne avec des banques, par exemple, hors de l'Union européenne. En 2017, vous aviez dû recourir à un prêt auprès d'une banque russe. Non. Vous aviez dit tout haut. En 2015, pour les élections régionales. Je pensais que c'était pour la campagne présidentielle également. À qui vous allez vous adresser cette fois et comment vous allez pouvoir financer cette campagne? Écoutez, le président de la République, lorsqu'il a été élu, avait promis, en tout cas le candidat Macron, une banque de la démocratie pour permettre à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, à l'ensemble des candidats aux élections, de pouvoir se financer dans la transparence. Tout à fait. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette mesure n'a pas été, que cette promesse n'a pas été tenue, une de plus, vous me direz, et se pose la question du financement. Aujourd'hui, les banques françaises ne souhaitent pas prêter à Marine Le Pen pour sa candidature à l'élection présidentielle. Alors, je vous rassure, les autres candidats, et je pense qu'Emmanuel Macron, lui, n'a aucune difficulté à recevoir de prêts, probablement parce qu'il est peut-être plus proche des grands patrons, des grandes banques que nous. Comment allez-vous faire alors? Ça pose la question du financement. Donc, nous appelons, comme nous l'avons fait lors des élections européennes, à l'ensemble des Français qui, lors des élections européennes, m'ont prêté. Avec un taux d'intérêt qui était un taux d'intérêt relativement plus important, de 6%, qui était beaucoup plus important que le livret A, et qui permet aux Français de financer directement la démocratie, parce que les banques ne souhaitent pas financer. Donc j'en appelle évidemment à l'ensemble des Français qui sont attachés à la démocratie et qui souhaitent participer au financement de la campagne électorale, de prêter au Rassemblement national, qui prépare les élections présidentielles, qui prépare les élections législatives, et qui a besoin de ces fonds pour pouvoir se financer. Mais ça pose un véritable problème. Nous avons saisi le président de la République, nous avons écrit à Emmanuel Macron, qui n'a pas souhaité nous répondre, en tout cas pas favorablement. Le pouvoir d'achat, Adrien. Oui, le pouvoir d'achat et notamment l'emploi. Le chômage est au plus bas, un peu plus de 8%. Ça fait quasiment 15 ans qu'il n'a pas été aussi bas. Et le gouvernement annonce même viser le plein emploi d'ici 2023. Est-ce que vous vous dites finalement, au moins, le gouvernement a réussi sa politique au niveau de l'emploi? Est-ce que vous adressez un satisfecit au gouvernement sur ce point-là? C'est faux. Les chiffres alors vous me pardonnerez, je n'ai pas ramené le chiffre exact, mais selon Pôle emploi, puisque Emmanuel Macron prend les chiffres du Bureau international du travail, selon Pôle emploi, le nombre de chômeurs toutes catégories confondues est supérieur
au premier semestre 2016. On a perdu 17 000 emplois dans l'industrie sous la présidence d'Emmanuel Macron. Donc l'argument qui consiste à dire que le chômage a baissé sous sa présidence, c'est faux et c'est archi faux. La vérité, c'est que Emmanuel Macron aura attaqué très sévèrement le pouvoir d'achat. Il y a ce rapport du Secours catholique qui est sorti il y a quelques jours, qui est alarmant et qui nous dit qu'il y a aujourd'hui 7 millions de Français qui, en 2020, 7 millions de Français qui, en 2020, ont eu recours à une aide alimentaire, c'est-à-dire 50% de plus que l'année d'avant. En tout cas, des gens qui ne l'avaient pas demandé l'année d'avant. Je le disais, notre projet, c'est de rendre aux Français leur payer leur argent. Et le premier moyen pour leur rendre leur argent est de mettre fin à ce matraquage fiscal. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui n'arrivent plus à payer les factures de gaz, qui n'arrivent plus à payer les factures d'électricité. Le dernier baromètre Info-Énergie nous disait qu'il y a un Français sur 4 qui n'arrive plus à boucler ses factures de dépenses d'énergie. Et donc nous rendrons, si nous sommes élus à la tête de l'État, 200 € de pouvoir d'achat par mois aux Français. Ça passera par tout un tas de mesures, et notamment par l'abaissement de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des produits énergétiques. C'est un coût de 12 milliards d'euros par an que nous financerons par la suppression des aides sociales aux étrangers et par la fermeture du guichet social à la terre entière pour réserver cet argent, je dirais, à nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Et ça permettra par exemple sur l'essence, je vous donne un exemple très clair, au moment où nous célébrons le 3e anniversaire de ce grand mouvement populaire qu'ont été les Gilets jaunes, de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant et donc de rendre 8 € par plein de 40 litres à l'ensemble des Français. Ça permettra aussi de baisser la facture de gaz, de baisser la facture d'électricité, de baisser la facture de fuel et de rendre comme cela 200 € directement de pouvoir d'achat aux Français. Et puis il faut faire un effort également sur l'augmentation des salaires. Et Marine Le Pen a proposé notamment une hausse de tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC de 10% qui serait exempté de cotisations patronales. Ça coûte rien à l'État, mais ça permet de travailler autant pour gagner plus. Je ne vais pas vous interrompre, mais je précise quand même que 2020, les gens qui ont recours à l'aide alimentaire, la crise, la pandémie a commencé en janvier 2020 et a couvert l'ensemble de l'année. Bien sûr. Mais bien sûr, mais c'est alarmant. Une question, et aujourd'hui, on ne compte pas le nombre de jeunes qui étaient devant les banques alimentaires, de mères isolées qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, d'étudiants, de travailleurs, de chômeurs, d'ouvriers, de salariés qui ont recours à ces aides parce qu'en réalité, ils n'arrivent plus à faire face. Et je pense que ce sujet, il est prioritaire dans l'élection présidentielle. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous clarifiez les choses sur une proposition qui est... j'avoue, un peu passé inaperçu, mais qui pourrait être une proposition qu'on pourrait qualifier de choc, vraiment. Marine Le Pen veut exonérer d'impôts tous les Français qui ont moins de 30 ans pendant 5 ans. Oui. Tous les Français. Donc vous nous confirmez, ce sont... d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les sociétés. Donc pour pas ceux qui uniquement les Français qui créent des sociétés, qui ont moins de tels revenus. Tout le monde. C'est une mesure de soutien à la jeunesse. Je veux dire, il y a 160 000 jeunes qui chaque année quittent notre pays parce qu'ils ne trouvent plus en France la possibilité de travailler et de vivre au pays. Donc Marine Le Pen sera aussi la candidate de la jeunesse. Elle est la candidate pour laquelle votent beaucoup les jeunes dans les élections précédentes. Et nous proposons notamment d'accompagner les jeunes et d'exonérer d'impôts sur le revenu. Ça coûte 2 milliards d'euros par an. Les jeunes qui sont dans la vie active, donc d'exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes jusqu'à 30 ans et d'exonérer tout jeune qui souhaite créer sa boîte d'impôts sur les sociétés, là encore, pendant 5 ans. Je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde. Kylian Mbappé, il a 21 ans. C'est la star du Paris Saint-Germain. Il gagne des millions d'euros chaque année. Vous exonérez la star de l'équipe de France d'impôts, par exemple. Ou un trader qui gagne des fortunes, vous l'exonérez d'impôts de la même manière qu'un jeune qui a un premier emploi. Non, mais je pense que si vous essayez de chercher à expliquer que la candidate des riches, en tout cas c'est Marine Le Pen, je pense que vous faites fausse route. Je ne veux rien. En l'occurrence, celui qui a augmenté le pouvoir d'achat des très riches et celui qui a baissé le pouvoir d'achat des très pauvres, c'est un rapport qui est sorti il y a quelques jours, c'est Emmanuel Macron. Mais il y aura d'autres. Non, mais il y aura des dispositifs. Si vous, à partir du moment où vous gagnez, les jeunes qui sont très riches. Vous voyez que ça peut choquer les Français de se dire les jeunes très riches ne paieront pas d'impôts. Pour l'instant, les jeunes très riches, il y en a de moins en moins, si vous me le permettez. Et il y aura en tout cas un système de fiscalité particulier, évidemment, pour les gens. On n'est pas pour le retour, si vous voulez, en l'état de l'impôt sur la fortune, mais il y aura effectivement un impôt qui sera mis en place pour les ultra-riches dans notre pays, avec une taxation particulière pour les ultra-riches, évidemment. Vous supprimez l'impôt sur le revenu, qui est le seul impôt, un des seuls impôts en France qui augmente avec les revenus. Donc finalement, c'est un petit peu bizarre quand on veut mettre de la justice sociale. Vous supprimez pour les moins de 30 ans le seul impôt qui augmente avec les revenus. Mais l'injustice sociale que je vois est que nous exportons de France l'ensemble de nos bacs plus 10 et que nous n'importons avec les migrations que des bacs moins 5.
Donc ça me pose un problème et nous souhaitons effectivement, nous, inverser la tendance. Un dernier mot rapidement, Monsieur Bardella, s'il vous plaît. Il y a une crise migratoire colossale à la frontière polonaise. La Biélorussie met la pression sur l'Europe. Vladimir Poutine dit n'être au courant de rien, mais la communauté internationale condamne ses agissements ainsi que ceux de M. Loukachenko. La Pologne va construire un mur. Quelle est la position du Rassemblement national? Je pense qu'il faut soutenir la Pologne dans la construction de ce mur. Vous savez, une nation, ce sont des compteurs et des contours. Et la différence entre les pays d'Europe de l'Est et nous, c'est que ces pays-là ont encore une conception de la frontière. C'est qu'ils ont encore une conception de la frontière comme limite qui protège. Et la Pologne ne souhaite pas subir cette submersion migratoire, ne souhaite pas subir cette invasion migratoire. Est-ce que vous parce que je l'ai dit et je l'assume, il y a derrière, je pense que la meilleure sanction à prendre contre la Biélorussie est de laisser la frontière fermée. Et je l'ai dit et je l'assume, je pense qu'il y a parmi ces migrants les statistiques de l'insécurité et du terrorisme de demain. Je n'ai pas oublié qu'une grande partie des attentats que nous avons vécus sur notre sol, que parmi ces attentats, Daesh avait utilisé les filières migratoires pour introduire parmi ces migrants, dont certes la situation humaine... Vous savez que l'immense majorité de ces gens n'a rien à voir avec ça. Il y a un bébé d'1 an qui est mort dans la forêt de Froid cette semaine, dans la forêt polonaise, la frontière avec la Biélorussie. Mais ceux qui sont responsables de cela, monsieur, sont ceux qui incitent à l'immigration massive. Je pense que notre fermeté est une forme d'humanité. Et s'il y a un risque, le moindre risque, que parmi ces migrants, il y ait un infiltré de Daesh, qu'il y ait des terroristes, comme viennent de le signaler les services secrets lituaniens, qui ont indiqué que plusieurs migrants avaient utilisé les filières migratoires en provenance de Grèce et de Turquie pour infiltrer des terroristes, s'il y a ce moindre risque, alors je ne le prendrai pas, parce que je pense que ce qui doit obséder nos dirigeants et nos gouvernants, c'est la sécurité des nôtres d'abord. Merci M. Bardella d'avoir accepté notre invitation ce midi dans BFM Politique. Merci beaucoup Amandine, Adrien. Voici affaire suivante, Philippe Gaudin, Dominique Rizet. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h. Vous le voyez à l'antenne, débat entre Alice Coffin et Geoffroy Lejeune, 18h à 19h. À 19h, la membre du conseil scientifique Lila Wadma.